Bonjour à tous, bienvenue dans le jeu de dames Le Mag, édition numéro 8. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui parce que nous allons traiter beaucoup de thèmes liés au jeu de dames en compétition et nous allons le faire avec l'un des plus grands joueurs que la France ait connu, grand maître international, champion de France. Et tout au long de ce mag, nous verrons des fragments techniques, des parties commentées, les conseils qu'il donne aux jeunes joueurs pour les amener progressivement au niveau qui est le sien, et nous verrons que ce mag est extrêmement riche, aussi bien techniquement que humainement. C'est parti. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le boss du jeu de dames, Arnaud Cordier, le grand maître international, champion de France 2018. Salut Arnaud. Bonsoir Philippe. Bon, là j'ai été un petit peu court sur le palmarès, mais bon, tu es numéro 1 français, 16 fois champion de France, 16 fois champion de France, hein, record qui sera difficile à battre, hein. Tu avais déjà battu le record de Michel Izard qui avait déjà 12 titres, je crois. Et là, c'est pareil, on disait que c'était imbattable, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Bon, en tout cas, Arnaud, tu as montré que là, tu étais le boss du jeu de dames. Hein. Donc, Johnny n'est plus là, Charles Aznavour n'est plus là, mais le boss du jeu de dames est toujours là. Et il a été bien là donc, cette année en remportant donc, 11 victoires. Quel sentiment après ces 11 victoires? Qu'est-ce que tu as ressenti? Une immense satisfaction. C'était un peu surréaliste. Honnêtement, je pensais pas pouvoir faire ça. Je pensais pas que c'était possible, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Il faut une grosse part de réussite. Il faut bien jouer, bien sûr, mais il faut une part de réussite. C'est incontestable. Et puis cette année, ça s'est produit. J'ai laissé des nuls, pas mal de nuls, et à chaque fois, mon adversaire a fait une petite faute supplémentaire qui m'a redonné le gain. T'as peut-être hâte de voir des jeunes arriver et puis te bousculer peut-être un petit peu? Oui, il y en a quelques-uns. Il y a déjà Kevin, on le connaît, ça fait déjà quelques années qu'il est en national et qu'il est très dangereux et qu'il joue pour le titre, puisqu'il l'a eu dans le RD d'ailleurs. On a Anastase Leclerc, Anthony qui est peut-être un peu plus irrégulier, mais il a du talent également. Il y a tous les petits jeunes qui percent, qui sont pas forcément encore en excellence, mais qui vont y aller, qui vont peut-être. Il y en a quelques-uns. Je pense à Tanguy Masson, là, qui est un jeune là, qui va débarquer, je crois, cette année, peut-être dans la série excellente. Bon, il y a des jeunes qui poussent un peu, mais c'est vrai que là, il y a un concurrent peut-être sérieux qui va arriver parce qu'il a un style très particulier, c'est Anastase. Je sais pas si tu as regardé quelques-unes de ses parties. J'ai regardé quelques-unes de ses parties, notamment l'Interclub, le championnat de France Excellence. Il y a encore, à mon avis, du travail, mais il y a un fond de jeu intéressant. Alors Arnaud, toi tu as commencé le jeu de dames, tu avais 14-15 ans. Tu te rappelles de ton premier tournoi? Oui, je me rappelle parfaitement, c'était un tournoi de Parthenay. Ouais. Tu sais que je me rappelle parfaitement aussi, j'ai des souvenirs, on va peut-être en échanger quelques-uns. Tu te rappelles de ce tournoi de Parthenay, est-ce que tu y avais fait? Oui, je me rappelle, j'avais fait 3 points. Je crois qu'il y avait 7 rondes, donc 5 défaites, assez logique. J'aurais même probablement dû perdre les 7, je jouais depuis 15 jours. Donc à l'issue du tournoi, j'avais déjà 50% d'expérience en plus. Ouais. Et donc j'avais fait un gain contre Émile Mathieu. Et puis j'avais fait nul à Marc Pinet. Ouais, moi je me rappelle très bien de cette partie avec Marc Pinet. Là, tu étais sorti de la salle du tournoi et tu avais dit oh, Marc joue pas très bien. Donc tu étais surpris en fait qu'on te permette de faire une nulle alors que tu débutais. Et moi aussitôt je m'étais dit Arnaud, premier tournoi, il commence à peine à jouer, il fait une nulle avec Marc Pinet. À cette époque-là, tu pouvais pas te rendre compte de qui était Marc. Bon, c'était un joueur d'expérience, certes, c'était pas un grand joueur de série excellence, évidemment pas du niveau national, évidemment tu débutais, mais il avait quand même de l'expérience et tu avais fait une partie nulle avec lui, et moi j'avais trouvé ça particulièrement impressionnant pour un... Dans ton parcours, c'était donc tu avais commencé toi aux échecs, et à ce moment-là tu te posais la question, jouer aux dames, pas jouer aux dames. Et je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue justement à ce tournoi de Parthenay, on était à la table, et puis je t'avais dit, je sais pas si tu te rappelles, qu'au jeu de dames, il y a peut-être plus d'avenir parce qu'il y a moins de concurrence. Je sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Bon, moi en tout cas je m'en rappelle.
Et donc, la concurrence, tu l'as très vite, t'as très vite montré que tu étais présent parce que donc tu commences, c'était 80, 91, non 92, le premier tournoi partenait 90. à 90. Et ton premier titre de champion de France, donc série nationale, ce sera 96. 6 ans plus tard, donc un temps extrêmement court. Hein, tu es arrivé en série excellence très vite. Et je suis monté en national en 93. Voilà, donc une progression extraordinaire. Donc bon, t'es le numéro 1 français sans contestation, après en particulier la performance que tu as fait au championnat de France. Et alors au niveau mondial, tu occupes la 12e place au rating Fédération mondiale, donc, qui est une place très, très honorable, parce que tu participes pas à beaucoup de tournois internationaux. Honnêtement, je participe plus à rien au niveau international. Si je me suis concentré sur les championnats du monde et les championnats d'Europe quand j'avais le temps de les faire et quand je n'ai pas eu de soucis de visa, de congés, etc. Donc pas beaucoup. Mais au niveau tournois internationaux, je ne fais plus rien. D'accord. Je me concentre sur ma vie de famille. Oui, donc tu es évidemment qualifié à tous les événements internationaux, mais c'est vrai que tu n'y participes plus trop. Là, par exemple, il va y avoir le championnat d'Europe et c'est Kevin et Oscar qui vont représenter la France. Contrairement à Kevin qui, lui, a commencé très jeune le jeu de dames, toi, tu as commencé un peu sur le tard, mais il faut dire aussi que ton papa était déjà un fervent joueur de dames, champion de France en 1979. Et que là, tu as eu un sparring partner de qualité. En particulier, c'était un problémiste. C'était quelqu'un aussi qui aimait beaucoup, il me semble, les fins de partie. Et donc, toi, tu as progressé avec ces qualités. Puis ensuite, tu es devenu le joueur qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des domaines particuliers alors, que tu as vraiment travaillé ou qui t'ont été apportés par ton père ? Alors les fan parties, oui, ça c'est incontestable. C'est lui qui m'a transmis les bases sur les fan parties. Après j'ai bouquiné dans mon coin, hein. J'ai pris des ouvrages russes, des ouvrages néerlandais. C'est important de savoir concrétiser une position gagnante. Et les fan parties, ça apporte ça. Le milieu de partie, c'était pas du tout son domaine de prédilection. Donc là, je me suis vraiment forgé ma propre expérience avec les livres. Le problémisme, ça m'a incité à être créatif parce que c'était sans doute pas le meilleur. Enfin, j'en parle au passé, c'est pas le cas. Hein. Ça n'est sans doute pas le meilleur problémiste du monde, mais il y avait toujours de belles idées dans ces problèmes. Et j'ai essayé de travailler au niveau du jeu, la créativité, essayer de creuser même des coups un peu bizarres qui peuvent se révéler intéressants dans certaines positions. Alors, une illustration du talent d'Henri Cordy en tant que problémiste. Ici, les Blancs jouent et réalisent un piège extraordinaire. Alors, la solution est très ardue, hein. Il vous faudra beaucoup de temps pour la trouver. Ce que je vous propose, c'est de la chercher et la solution ne sera donnée qu'au prochain mag. Donc, les Blancs jouent et tentent un piège diabolique. Donc ça, c'est tout ce que m'a apporté mon père, plus sa collection d'ouvrages qui m'a permis de progresser, bien sûr. D'accord. Alors, tiens, je vais te présenter quelques qualités que doit avoir un joueur de dames, et puis si tu devais les classer, comment tu les classerais ? Donc voilà, Arnaud, alors quelques qualités, alors lesquelles tu as plus particulièrement travaillé, et lesquelles pour toi sont les plus importantes ? Le travail, c'est le plus important. C'est du travail que découle le reste. C'est le travail qui fait fonctionner la mémoire, c'est le travail qui améliore le calcul, c'est le travail qui améliore tes connaissances théoriques. Bon, la concentration, c'est une qualité un peu innée ou non, hein. Je sais pas trop comment l'améliorer quand on est distrait. C'est plus propre à chaque individu. Numéro 2, le calcul, hein, très certainement, le calcul prime sur tout, comme disait Kevin. La psychologie de l'affrontement, ouais, peut-être en 3. Est-ce que tu as développé, toi, personnellement, une méthode pour progresser dans le calcul ? C'est un tout.
C'est d'abord étudier les positions, les connaître des thèmes, ensuite l'appliquer en amical, en semi-rapide, et puis plus on applique, plus on s'aperçoit que des thèmes reviennent, et du coup, par analogie, on peut aller plus loin, puisqu'on connaît déjà plus ou moins les premiers coups logiques qui vont se jouer. Et puis ça se travaille. C'est surtout c'est l'ensemble études et pratiques dans la foulée. Ouais, alors on voit que t'es un gros bosseur en particulier sur les ouvertures. Hein. T'hésites pas à faire des ouvertures tranchantes, donc ça veut dire que ces ouvertures tranchantes, tu peux pas y aller à l'aveuglette. Il y a forcément une grosse dose de travail sur les ouvertures théoriques. Alors oui et non. L'avantage du jeu de dames par rapport au jeu d'échecs, c'est qu'on peut quand même sortir de la théorie rapidement. À partir du moment où on joue des coups sains, on n'est pas en difficulté. C'est mieux de connaître de la théorie, c'est bien d'apprendre, c'est mieux de comprendre. J'hésite pas à sortir de la théorie, même si je connais. Moi, j'aurais joué contre Martens et Berceau. J'ai pas envie de jouer contre une analyse de Wiersma, Vargne. Donc, c'est bien de comprendre ce qu'on fait, de connaître des principes. Mais l'ouverture en tant que telle, elle est importante, mais pas tant que ça. Le plus important, c'est le milieu, à 70%, et la fin de partie à 25%. Il faut arriver à bien donner une estimation de la position. Si l'adversaire a une dame et autant de pions que nous, mais que ces pions sont inactifs, c'est pas un problème. On a toujours des chances de gain, même des chances de gain très fortes. Alors, ce que je te propose, Arnaud, c'est de regarder ce qui s'est passé sur la scène internationale. Alors, aux Pays-Bas vient de se terminer l'Open d'Amersfoort et on voit que Tommy Bongo est très en forme puisqu'il finit sur le podium derrière Heinemeyer qui remporte le tournoi devant le champion du monde, Schwartzmann. Bon, autre événement international qui va bientôt se dérouler donc en Chine, c'est la World Cup, la phase finale. Donc on connaît les qualifiés, du moins une liste provisoire après l'épreuve qui vient de se terminer ce 19 octobre à Netanya en Israël, qui a vu la victoire de Vadim Verny devant Guntis Valneris, a remarqué la présence des féminines Fedorovic et Nogovitsina aux 6e et 8e places, donc fait remarquable. Et donc la liste, ou du moins le classement à l'issue de cette épreuve, eh bien, le voici, avec Chizov en tête, Georgiev, Trofimov, Groenendijk, Valneris, que des grands maîtres. Et dans cette liste de grands maîtres vient s'intercaler Tommy Mbongo, le Camerounais, et certainement, déjà qualifié pour l'épreuve de Chine finale, qui aura lieu finalement en février 2019, et non pas comme annoncé avant en décembre 2018. Donc ça a été un peu reculé. Et dans la liste des qualifiés pour cet événement, on aura parmi les joueurs africains Ndiaga Samb et Marc Thieba. Est-ce que tu as un pronostic sur tous ces prétendants à la Coupe du Monde, à la phase finale? Est-ce que tu vois quelqu'un en particulier? C'est difficile à faire un pronostic. Georgiev est quand même un habitué de ces phases finales et il a un jeu quand même assez tranchant. Est-ce qu'il est revenu au top niveau? Je pense que oui. Pour moi, c'est Georgiev. Après, ça peut être Chizov, ça peut être Boomstra, etc. Mais mon favori, ça restera Georgiev. Tu as regardé les récentes parties, ou depuis 2016, les parties du jeune Groenendijk hollandais? Alors, Groenendijk est encore un peu instable. Il est capable d'un coup d'éclat, il est aussi capable de s'écrouler. Il est un peu trop chien fou. Je mise pas dessus. Après, il faut une dose de réussite, que ce soit au championnat de France ou dans ce type de tournoi, au championnat du monde. S'il a la dose de réussite nécessaire, il peut gagner. Il n'y a pas de faible de toute façon. Ah non, ça va vraiment être un très bel événement et les parties gagnées seront sûrement très intéressantes à voir. Alors, c'est tenu également à Netanya, le championnat d'Europe Blitz, et c'est Getmanski qui devance Shaibakov et Valneris sur le podium. Pour terminer ces actus internationales, le site extraordinaire de la KNDB avec des informations très intéressantes. Et là, je viens de tomber sur cette page de photos archivées
envoyé du monde entier, qui couvre aussi bien les premiers événements du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, des photos extraordinaires faites par des photographes tout simplement géniaux. Et donc je vous invite à aller poursuivre cette visite où vous trouverez des photos des joueurs, des plus grands joueurs, et de l'ambiance qui pouvait régner dans certains tournois. Bref, allez visiter ce site extraordinaire. Quant aux droits d'auteur, il faut vérifier comment utiliser ces photos. C'est toujours un peu délicat, donc attention aux droits d'auteur. La KNDB s'en est protégée. On va regarder quelques parties de ton championnat, puis tu vas les commenter avec nous. D'accord. Donc là, tu as les blancs et tu joues Oscar. Donc n'hésite pas à arrêter et commenter. 34-30. Oui, j'avais vu Cissé faire cette ouverture quelques jours plus tôt, et puis j'ai eu envie de récidiver. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Alors, est-ce que tu qualifierais ce début de partie classique ? Pour toi, les enjeux de cette ouverture-là. Bon, c'est de prendre les cases 27-28 pour les blancs et 23-24 pour les noirs, donc ça c'est fait. Et essayer de bien développer ces deux ailes sans se faire coincer. C'est toujours délicat la classique, hein, là je pionne pour éviter justement mes problèmes sur l'aile gauche. Qui viendrait par 17-22 ? Oui, absolument. 17-22, ça ferait une aile gauche assez lourde, pas forcément facile à négocier. Les noirs, de leur côté, n'ont absolument rien à craindre. Donc, je développe. Je développe pour éviter tous les soucis. Bon, à ce moment-là, j'ai 2 points d'avance sur Oscar. Oscar, c'est vrai que c'est peut-être le plus leader du jeu de dames, mais c'est quand même celui que je considère comme mon plus dangereux adversaire. Il l'a démontré au fil de toutes ces années. Il a été effectivement 4, 5, 6 fois deuxième. Si je n'avais pas été là, en gros, il aurait le plus gros palmarès français après Isard. Hein. C'est quand même quelqu'un de très régulier. Donc c'est mon plus dangereux adversaire. Alors je joue pour gagner au début de la partie. Après, si je vois que ça tourne mal, je joue aussi pour ne pas perdre. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans cette partie. Je me sens pas, déjà à ce stade, je me sens pas spécialement bien. Je suis pas mal, mais je me sens pas suffisamment bien pour prétendre gagner. D'où ces coups où je laisse des simplifications qu'Oscar ne prend pas, parce qu'il doit se sentir un peu mieux. Donc là, tu considères que la position d'Oscar est saine à ce moment-là ? Elle est saine, peut-être même légèrement, mais vraiment microscopiquement avantageuse, à cause du pion 46 qu'on a un peu de mal à développer et peut-être d'une plus grande souplesse. À ce stade, je sais pas à quel temps on est, vers le 30e coup. Honnêtement, je suis en train de compter les coups pour atteindre le 40e et proposer nul. D'accord. Alors, ce coup-là, 42-37, plutôt que 46-41 ? Je veux empêcher 13-18-23, qui fermerait le jeu, et pas à mon avantage, à mon sens. Ça me mettrait même probablement en difficulté. Donc je garde cette flèche, je me garde la possibilité de faire un 2 pour 2. Ce qui va arriver d'ailleurs. Ce qui va permettre de redévelopper ton aile gauche. Alors voilà. Et à ce stade, je ne sais pas quels sont les sentiments d'Oscar. J'ai ce pion 41 qui est un peu mal placé. Il serait certainement mieux de l'autre côté du damier, mais je vais pouvoir monter à 22. Je me sens pas en danger. Je me sens pas bien, je me sens pas en danger. Je ne sais pas quels sont les sentiments d'Oscar. Est-ce qu'il se sent mieux? Est-ce qu'il sent qu'il va gagner? Pour moi, la position est équilibrée. Et là, il s'est mis à jouer des coups un peu bizarres.
Peut-être dans l'idée justement de me croquer le pion qui va venir à 22. Et je pense il fait fausse route. Mais il fait vraiment fausse route. Bon, c'est pas encore dramatique, mais il fait fausse route. Il se met en danger, tout seul. 50-44, stop. Là, on arrive au... Je crois qu'on arrive au 40e coup. J'avais l'intention de proposer la nulle. Mais là, telle qu'est la position... là, il commet la dernière erreur. Là. Oui, je me suis dit, on va jouer un peu. Mais il est en difficulté, malgré tout, à ce stade. Bon, il faut jouer 9-14, c'est le plus logique. Mais il peut pas jouer n'importe quoi. C'est le seul coup. C'est le seul coup. Et puis, je ne sais pas pourquoi... Alors, 9-14 ici. Ici, 9-14. Parce que là, c'est trop tard, là, maintenant. À ce stade, oui. Alors, peut-être qu'il n'a pas pensé à 44-39, qui est un coup un peu bizarre. Ça affaiblit toute l'aile droite. Mais ça gagne un pion. Donc... disons, ça conserve beaucoup de flèches, et puis ça permet les combinaisons, les petites combinaisons. Et oui, ça gagne un pion, tout simplement. Et peut-être qu'il n'a pas du tout envisagé ce développement qui n'est pas forcément naturel. Ou alors, il a fait une inversion de coup. Je sais pas, ça lui seul peut le dire. Donc là, il n'y a rien pour montrer éventuellement aux joueurs débutants, il n'y a rien contre 22-17, suivi ensuite de 32-28, quels que soient les coups noirs, il y aura une combinaison. Et là, Oscar donne son pion et la partie est plus que compromise. Oui. Donc une partie très importante sur le plan sportif, parce que Oscar, c'est quand même un concurrent très sérieux. Et donc là, tu prends beaucoup de points d'avance. Hein. Je pense qu'à l'issue de cette partie, le championnat est terminé. Dans mon esprit, le championnat est terminé. Je prends 4 points d'avance, notamment sur lui. Kevin avait déjà perdu contre Oscar, donc c'est... Ouais, donc là, on peut... Alors, c'était la 6e ronde, la 5e ? La 5e ronde. Alors, on n'est pas encore à la moitié, hein, mais j'ai vraiment fait le plus gros du travail. Il faut rester concentré à ce stade. Il faut vraiment rester concentré, mais je voyais pas comment on pouvait m'empêcher de reprendre ce titre. Alors là, il y a une petite fin. Oscar a abandonné. Voilà, donc regardez ce qu'un maître calcule. Hein. Donc à ce stade, Arnaud a déjà calculé l'issue, et cette issue qui ne sera pas jouée parce que Oscar a déjà abandonné. Mais tous ces mouvements-là sont calculés par Arnaud, donc ça représente une dizaine de temps. Voilà, là on attaque le pion. Il est obligé de le laisser, sinon on retourne à la case 3, il peut pas damer. On bouche. Il attaque. Il attaque. Et pour ne pas perdre par les pièces, il rentre en lunette. On dame à la case 3. Et là c'est terminé. Et voilà, il est obligé de prendre au coin et on l'enferme. Donc s'il prend ici, on l'enferme. Donc une partie au plan sportif qui t'assurait quasiment le titre. Alors on va en regarder une autre. On va regarder celle que tu as jouée avec Sébastien, qui est une partie très intéressante. Okay. Et c'est parti donc pour cette partie, donc 32-28. Mais Sébastien, c'est un joueur qui prépare beaucoup. C'est un théoricien, et je pense que ce coup 18-22, que je joue assez rarement, l'a surpris. Et a peut-être mis toute sa préparation en l'air. On peut continuer là. Hop. Donc je pense qu'il a cherché à sortir un petit peu de la théorie rapidement, notamment, on va le voir après espionnage, avec la mise en place d'un faux marchand de bois. Pas gênant. Alors, est-ce que tu es sensible je suppose que tu es très sensible, vu que tu es un attaquant, au temps d'avance ? Dans les positions fermées, ça dépend. C'est pas aussi important. Les positions ouvertes, oui, j'adore prendre des temps d'avance. Même en général, je n'aime pas trop prendre beaucoup de temps de retard. Je préfère limiter. Quand on commence à avoir 6-7 temps de retard, je commence à mettre le frein à main et à repionner en avant, parce que ça peut vite devenir dangereux. Contre des joueurs techniques. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé un petit peu dans ma partie contre 6C. J'avais des temps de retard et j'ai simplifié pour regagner des temps. Donc là, sur l'ouverture, on sent bien que les blancs ont une faiblesse sur leur aile gauche. Et donc mon objectif, ça va être d'attaquer cette aile, tout simplement. Quitte à laisser les blancs prendre le centre, mais il faut que j'attaque ici. Il y a une faiblesse, il faut que j'attaque. Donc là, tu as déjà le plan d'attaquer son aile gauche.
Oui, il y a déjà peu de pions. Pour se développer, il va être obligé de faire un pionnage, soit 32-28, soit 32-27 s'il met un pion à 42. Ça va encore enlever des pions. Il va pas pouvoir vraiment ramener des pions de l'aile droite sur l'aile gauche, donc ça va plutôt être l'inverse. Donc l'idée, c'est d'attaquer cette aile. Et ça, je pense que c'est une erreur aussi. Il fait un pionnage prématuré. Peut-être qu'il n'a pas envisagé. Probablement 30-24 était plus sage. Il a fait un pionnage avant. Il a peut-être pas vu mon contre-pionnage qui a affaibli encore. S'il attaque le pion, je récupère par 14-19 le pion du côté et puis ça élimine des pions de son aile gauche. C'est du travail de sape. Donc là, il fait un petit pionnage arrière pour récupérer le pion de base 47, qui est un pion important. Mais ça élimine toujours. Et je me lance dans l'encerclement. Il y a un bel objectif, il y a une aile lourde. Donc là, c'est un encerclement d'école. Hein. Je n'autorise pas le pionnage. Là, je pense qu'il se fourvoie aussi, complètement. Il se fourvoie dans sa partie d'attaque, il alourdit encore. Et donc maintenant, chaque coup qu'il va jouer va l'affaiblir. D'accord, là tu préconiserais plutôt quoi 29-23. Essayer de 29-23, 34-29, un petit peu de développer cette aile droite sur Sarget. Et de rééquilibrer un peu les deux côtés. De rééquilibrer et puis de décongestionner, parce que là, ce 28-23, le jeu se bloque et c'est moi qui tire les ficelles. Je vais au coin. Il joue 48-42 pour pionner au centre, je n'autorise pas. Il pionne sur le côté, ce qui est peut-être aussi prématuré. Je referme. Et là, j'introduis des menaces de 20-25 et après les échanges, des combinaisons par envoi à dame qui se met à boucher. Je vais sur le côté droit et là, toute son aile gauche est paralysée. Il ne peut rien jouer, ni 33-28, ni 38-32, ni 42-37. Et l'aile droite, il ne peut pas vraiment faire grand-chose non plus, il suffit d'attendre finalement. Et chaque coup passé est un affaiblissement. Alors, est-ce que dans ces parties d'encerclement, tu as un conseil particulier sur les bases qu'il faut vraiment maintenir ou est-ce que tu as des schémas comme ça pour le débutant ou le joueur qui n'a pas encore une grande expérience qui permettrait peut-être de l'aider à envisager à faire ce genre de partie d'encerclement? Il faut effectivement souvent garder les bases de l'aile gauche. Pas forcément beaucoup de pions, mais les bases, parce que c'est là où l'adversaire attaque. Et envoyer toutes ces forces, souvent c'est un glissement des pions de gauche vers la droite, parce que nous aussi on attaque l'aile gauche adverse. On n'a pas forcément le centre, ce qui est le cas ici. Lui il a les cases centrales, nous non. Mais on glisse nos pions de gauche à droite. Donc on a besoin juste des petites bases à gauche. Et par contre de beaucoup prendre de temps sur l'aile droite. Là, je pense qu'il me pensait obligé d'aller au coin, mais c'est pas le cas. Je force un affaiblissement supplémentaire en jouant ici. Quand tu dis prendre des temps à droite, tu dis je prends des temps à droite, mais la technique pour prendre des temps à droite c'est de faire des pionnages avant, hein, des pionnages en avant. Surtout éviter, comme on attaque sur l'aile gauche, éviter que des pions nous gênent, notamment les pions de coin. Les pions de coin à 26 peuvent gêner le développement. Là, il n'y a rien. Les pions noirs, là, quand on voit la position, sont totalement libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard et ils en profitent. Là, c'est un coup intermédiaire important. Ça force le pion 47 à jouer. Ce qui a encore un affaiblissement supplémentaire, mais il n'y a rien d'autre, malheureusement. Il ne peut pas m'attaquer par 30-25 parce que je joue 31-37 et que je file la dame. Ouais. Et qu'on rentre en lunette ok, il gagne un pion, mais c'est une horreur. Il ne peut pas jouer 38-32 pour un peu rééquilibrer parce qu'il y a simplement sur 38-32, il y a simplement 18-23. Avec cette prise de 3 et on file la dame. Et du coup, il est obligé de sortir son pion de base, son dernier défenseur si solide, il est obligé de le sortir. Ouais, là, c'est terrible. Et c'est affreux. Et il a malheureusement pas le choix.
Ouais, j'attaque, hein, je laisse pas le pionnage arrière. Et cette fois-ci, je vais au point. Bon, là, il me laisse une combinaison, mais c'est malheureusement désespéré comme position. Après, il faut juste être un petit peu précis en fin de partie pour éviter des collages ou ce genre de choses. Voilà, et là, Sébastien abandonne. Bah écoute, une belle partie d'encerclement et surtout les conseils que tu donnes. Je pense que eh bien, les internautes, ceux qui suivent le mag, seront très heureux d'avoir vu cette partie-là et tes commentaires. Au niveau international, tu as participé au championnat d'Europe en 2014, tu avais fini 3e. Oui, à égalité de points avec le vainqueur. Ah oui, tu avais fait 3 victoires et contre Boomstra, Chizov, Schwarzman. J'ai même regretté d'avoir entre guillemets raté Schwarzman, mais je l'ai jamais raté. Il y avait toujours des échappatoires. Mais sur le coup, j'y ai cru. Je me suis fait des illusions. Ah, ça aurait été beau, la champion d'Europe, parce que, en fait, tu domines, comme je l'ai dit, tu es le boss du jeu de dames en France, tu es 12e joueur mondial, ce qui est une très belle place, mais au niveau international, tu as été 3e à ce championnat d'Europe, à égalité de points, mais au départage, tu es 3e. Tu avais gagné, c'est ce qui avait déjà montré que tu étais un très grand joueur, tu avais gagné Nimeg en 1997. C'est peut-être un petit peu arrêté là. C'est difficile de rivaliser avec des joueurs professionnels qui ne font que ça. On a du retard par rapport à la Russie, aux Pays-Bas, mais 5 mètres internationaux, il y a des fois des participants GMI, comme il y a eu Ndonzi, même si je préfère pas m'attarder sur la participation des étrangers au championnat de France, mais il est quand même GMI. L'an dernier, oui. J'ai pas fait un mauvais championnat, et pourtant je n'ai pas gagné. Kevin a été meilleur, et même Oscar aurait très bien pu gagner ce championnat. Il y a des années, en 2009, Thierry a gagné. Thierry avec son style si agressif, alors c'est un peu en dents de scie, mais quand ça se passe bien, il est dangereux. Et c'est pas le seul. Berceau, c'est un joueur dangereux aussi. Alors peut-être que Oscar disait qu'il faudrait qu'il y ait un cran supérieur, mais on a quand même des joueurs de qualité, mais c'est vrai, on n'a peut-être pas assez de grands maîtres internationaux en France qui font que les parties sont peut-être plus difficiles pour le top des joueurs. Je pense à Kevin, à Oscar. Oui, il y a Thierry, il a encore évidemment sa place. Oui, puis ça viendra. On ne devient pas GMI en 2 ans. Kevin, il est déjà émis. Ça m'étonnerait fort qu'il ne devienne pas GMI dans les années à venir. Oscar, je ne sais pas s'il deviendra GMI, mais chaque fois qu'il fait des tournois à l'étranger, il perd très peu. Alors, est-ce que tu te considères comme un joueur de combinaison ? Je suis un joueur mixte. Mais c'est vrai que je vais pas hésiter à jouer un coup très légèrement inférieur pour tenter une belle combinaison cachée. Mais il faut pas que ça soit à l'encontre de la position. D'accord, écoute, on va aller voir quelques-unes de ces combinaisons, en particulier au championnat du monde de partie rapide, Getmanski qui n'a pas avalé son chapeau, mais presque. Je t'invite à regarder les quelques combinaisons de ta carrière. Alors Arnaud, dans cette partie avec Getmanski au championnat du monde de partie rapide en 2000, tu as les blancs, tu es malmené, tu vas subir un gambit de la part de Getmanski et la situation est délicate jusqu'à ce que cela se renverse. Ici, tu vas voir un passage à dame et l'erreur de Getmanski qui attaque ce pion. Et là, tu finis avec une petite combinaison assez terrible pour les noirs. 30-24. La dame noire est obligée de prendre 2 et on ramasse tous les pions importants, les 2 dames. Et c'en est fini des espoirs de Getmanski. C'est terrible. Alors là, tu es contre Jean-Loup Clément au championnat de France 2012. Et après avoir joué 20-24, Jean-Loup vient de jouer 47-41 et c'est la faute. Tu réalises une très belle combinaison. Donc les noirs jouent et gagnent. Vous pouvez faire pause et chercher. Les noirs jouent et gagnent.
par une combinaison plutôt thématique en marchand de bois. Et cette combinaison, eh bien, c'est 24-30, 15-20. On donne une dame à l'adversaire. Et là, ce petit coup, très joli, un genre de coup Springer. Et la dame doit prendre. Et on occupe une diagonale meurtrière pour les blancs. Alors cette fois-ci, une combinaison très importante dans ta carrière, hein, Arnaud. Donc tu as les blancs contre Anatoly Gandvarg, champion du monde dans les années 80. Et là, il s'agit du tournoi de Nimègue, qui va vraiment faire parler de ce Français Arnaud Cordier. Et tu as les blancs et tu réalises ce pionnage qui empêche, et peut-être qu'il s'en est rendu compte trop tard, qui empêche le coup 14-19, parce que sur 14-19, eh bien, il y a une combinaison, alors qui ne sera pas jouée parce que Gandvarg la verra, mais ça va évidemment casser son jeu. Et sur 14-19, eh bien, les blancs jouent et gagnent. Et la solution, eh bien, c'est un coup bonnard, 42-37, 34-29, 38-32. Et là, il ne reste plus qu'à déloger le pion 34, donc 43-38, et la prise de 5 qui assure une fin de partie plus qu'avantageuse pour toi. Alors ce même thème combinatoire bien, se retrouvera dans une de tes parties contre Diallo au championnat du monde groupe B en 2006. Tu as les noirs et tu viens de jouer ce pionnage. Donc 3 prend 14 et Diallo commet l'erreur en jouant 34-29 et là on retrouve le coup bonnard. Les noirs jouent et gagnent. La solution 25-30, 22-27 et ce coup caractéristique 17-22, 13-19 et 8-13 et cette première prise suivie de cette prise meurtrière pour les blancs qui t'assure le gain. Alors cette fois-ci dans la phase d'ouverture contre Thierry Delmotte, eh bien tu vas très vite placer une combinaison. Voilà, ici après 30-24, Thierry commet l'erreur d'attaquer le pion. Les blancs jouent et gagnent. 50-45, 47-41, on envoie la dame, et puis ici, on reprend la dame avec une rafle qui permet d'assurer le gain. En 2000, contre Jean-Yves Chazalet, eh bien une combinaison qui va arriver très vite dès l'ouverture, donc une ouverture qu'il est important de connaître parce que c'est une combinaison que vous pouvez placer. C'est ici la faute décisive, donc 21-26 est une faute qui provoque bien déjà la perte des noirs. 33-29, les noirs sont obligés de prendre 2. 30-24. Et le coup parallèle qui assure le gain. Alors pour finir, une partie très importante qui t'a permis d'être dans les 3 premiers de ce championnat d'Europe à égalité de points avec le vainqueur Roel Boomstra. On peut voir aussi à droite les parties remises que tu as fait contre les champions du monde Chizov, Schwartzmann, Boomstra. Et donc là, la partie, c'est la partie contre Germogenov. À un moment où tu es un peu dans le ventre mou du tournoi, et cette partie va te propulser dans la tête du tournoi. Alors, ce joueur Germogenov n'est pas un inconnu, et en particulier, il vient de remporter le championnat de Russie 2014. Donc un gros client. C'est là que va arriver le coup qui tente la faute. Et là, j'étais sur le point de lui proposer nul pour me concentrer sur la partie suivante. Et je reconnais cette position. En fait, cette position, je l'ai déjà vue dans un des tout premiers efforts que j'ai consulté. C'était un effort de 1982 qui contenait toutes les parties du zonal européen qui avait eu lieu à Bordeaux. Donc il y avait toutes les parties et quelques petits fragments d'analyse. Et cette position s'est présentée entre 2 joueurs néerlandais, Bastianet et Van den Borst.
Et donc le joueur avait pionné, son adversaire avait attaqué. Donc j'ai fait la même chose, j'ai pionné en me disant on sait jamais. L'adversaire avait attaqué et je crois que c'est Van Den Borst qui avait les noirs, il avait bouché, la position s'était finie en nul pénible pour les noirs. Et en fait l'analyse, très sommaire, hein, montre qu'il y a une combinaison. Donc j'ai tenté en me disant on sait jamais, donc qui ne tente rien n'a rien et en fonction de ce qu'il joue je proposerai nul. Ben, sauf s'il attaque bien sûr. Et là, je vois Germogenov qui a la main sur le pion. Alors, j'essaye de rester le plus impassible possible, mais je boue intérieurement. Et il finit par faire cette attaque. Alors, la combinaison n'est pas difficile, mais elle est surprenante. Voilà, donc ici, les noirs jouent et gagnent en utilisant la prise majoritaire par une petite combinaison Finaude qui surprend Germogenov. Donc 16-21, le collage et la prise de 2, puis ce 2. Ouais. Très joli, hein. Enfin, joli. Pas joli. Difficile, mais caché. Donc, c'est ce beaucoup 14-20 qui tente. Il faut tenter, hein. Voilà, j'étais sur le point de proposer nul, puis je me dis, ah bah tiens, ça peut se présenter, je vais essayer. Et puis en fonction, j'annulerai ou pas. Et puis bon, ça ne compromet pas ta position. Non, c'est en plus un coup naturel, logique. Ça ne peut que m'apporter soit du plus, soit au pire la même chose que ce que j'étais sur le point de faire, c'est-à-dire une position égale, puis une proposition de nul. Bon, tu te rappelles de la tête de Getmanski quand tu alors pas que tu lui voles cette partie, mais il a dit non, c'est pas possible. Getmanski en plus est un joueur assez expressif, assez sanguin. Il est très très gentil, hein, mais le jeu c'est important, c'est viscéral pour lui. Perdre cette partie alors qu'il a une position gagnante, il a vraiment mal digéré. Après c'est vite oublié, hein, mais c'est quelque chose. Il se le pardonne pas en fait. Il s'en veut à lui. Pas à moi, bien sûr, mais il s'en veut. Bon, et puis Arnaud, voilà, tu sais qu'il y a une nouvelle chronique que j'ai initiée. Donc, il y a déjà Oscar et Kevin qui ont parlé position. Et donc, l'idée, c'est de voir l'avis d'un maître sur cette position. Donc, je te laisse nous donner quelques éléments de réflexion. Oui. Eh bien, l'aile gauche des Blancs est développé de façon assez agressive avec ces colonnes de pionnage là, 36, 31, 27. Pas de pion superflu ni à 46, ni à 47, ni encore pire à 41. Donc c'est vraiment prêt à pionner, mais pas tout de suite. Ce serait trop tôt. Ça me semble pas du tout le plan de jeu. Là pour moi, il faut pilonner. Pilonner l'aile droite des Noirs pour essayer de les chasser du centre. Et justement, cette flèche à gauche, à un moment donné, quand les Noirs vont tenter de revenir sur la case 23, on pourra pionner le moment opportun. Donc là, je pense pas du tout que ce soit opportun de faire une structure classique, de jouer des 34-30, ni même de perdre du temps à jouer 50 ou 49-44. Faut pionner. Pour moi, faut pionner 34-29, le chasser une première fois du centre, revenir par 39-34, refaire la flèche, le rechasser une deuxième fois, finalement essayer progressivement de lui faire perdre le contrôle de la case 24 qui est le forcer à pionner sur l'aile et pousser. Essayer de prendre la case 29, de développer nos... Là par exemple, s'il revient, tu ferais l'échange le 2 pour 2 aussitôt ? Non, je vois pas l'intérêt de faire l'échange, là je jouerais 45-40. Et tu vas pilonner ce pion 24 pour conquérir le centre. Oui. Et je reviendrai encore une fois, ou deux fois s'il faut, pour le chasser et le forcer à prendre sur le côté. Et quand il reviendra à 18, là on pourra pionner 27-22. Et on veut prendre les cases, hein, on veut prendre la case 29 finalement. On veut le chasser de cette case 24, le forcer à prendre la 25 et prendre la case 29.
et prendre plus tard peut-être la case 24, peut-être la case 22, peut-être la case 23. Il faut voir, c'est un peu trop tôt pour prendre une décision. Peut-être qu'on peut faire aussi le 2 pour 2 quand le moment sera venu. Et jouer sur les cases centrales. Mais là, pour l'instant, l'objectif, c'est de continuer à affaiblir et lui faire perdre toutes ses cases. D'accord, donc ton plan là, c'est pilonner en fait les cases centrales 23-24 et au moment où les noirs tentent de revenir au centre, utiliser la flèche de... Pas vraiment une batterie de Chizov. T'appellerais ça une batterie de Chizov à gauche? Sur l'aile gauche blanche? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Et utiliser donc cette flèche et faire 27-22 pour conquérir complètement le centre. Donc ça, c'est ton plan. Ça fait partie des options. Faut voir comment les noirs vont développer, hein, mais pilonner l'aile gauche noire, déjà, c'est le premier stade. Et en fonction, on adaptera. Et la raison pour laquelle tu ne jouerais pas un coup d'attente avant de pilonner comme 49-44? 49-44, il peut déjà simplement faire 14-20 et on ne peut plus pilonner de façon aussi efficace. Par exemple. Hein. D'accord, donc ton choix, c'est de pilonner directement. Ah oui, directement. Bon. Sans hésiter. Eh bien, c'est intéressant parce que les deux maîtres précédents, donc Oscar et Kevin, penchaient plutôt pour 49-44. Si tu avais un conseil à donner à tous ces jeunes là, qui arrivent, certains vont arriver en série nationale, quel conseil tu leur donnerais? 1. Travailler. 2. Ne pas avoir peur. Quel que soit l'adversaire. Si on perd, mais au moins on apprend quelque chose. Il faut y aller, jouer son jeu, tenter, essayer les trucs, avoir confiance. Pratiquer tous les styles, je suppose? Tous les styles de jeu. Oui, ça c'est important. Il faut étudier, connaître la classique, la Persegestem, les EVS, savoir placer un marchand de bois, recevoir un marchand de bois, savoir encercler, savoir attaquer, jouer des semis ouvertes, en attaque, en défense, jouer des parties ouvertes. Pour justement, pas se limiter et saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et puis, il faut y aller avec le mental des compétiteurs. Hein. Il faut jouer pour gagner. Après, il y a d'autres qualités qui sont nécessaires. Il faut aussi savoir se remettre d'une défaite. Un point, c'est mieux que 0. C'est des attitudes à avoir. Il faut savoir aller vers la remise quand il n'y a rien. Voilà. S'acharner, c'est le meilleur moyen de perdre. Après, si on a un petit avantage, on peut l'essayer. Et si on a le désavantage, même si c'est contre un joueur théoriquement le dernier de la série, tant pis, un point, c'est un point. Trop forcé, c'est 0. Hein. Donc, il faut savoir prendre chaque opportunité qui se présente. Peut-être que dans les années à venir, on aura un autre boss. Lequel? C'est possible. Lequel? Kevin. Anastase. André Berceau, qui a fait 4ème en faisant quelques boulettes cette année. Hein. André, c'est presque... c'est triste qu'il n'ait jamais remporté de championnat. Et, ça n'aurait pas été un hold-up si on avait gagné 1 ou 2. Il n'a pas eu de chance, notamment en 2010. Il finit à égalité de points et le départage lui est défavorable. André, il a 2 gros défauts. C'est qu'il a du mal à se remettre d'une contrariété. Ça, je sais pas s'il peut le travailler, mais quand un début de championnat se passe mal, généralement, il fait pas grand-chose. Quand le début est bon, il est très très dangereux. Et son deuxième gros défaut, c'est qu'il a parfois tendance à relâcher son attention quand il a le gain. Et à perdre des points. Enfin, ça, c'est mon analyse, c'est mon sentiment personnel, c'est qu'il a tendance à se relâcher. Alors que c'est un gros théoricien, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le style. J'aime beaucoup son jeu, André, d'ailleurs. Il a beaucoup étudié. Et puis, quelquefois, oui, un manque de confiance en lui, tout ça, c'est les ingrédients qui font la réussite. Hein. Oui, possible aussi, un manque de confiance. Ça, je suis pas dans sa tête, mais c'est possible. Il n'y a pas de raison, parce qu'il a le talent, mais il n'a pas eu forcément la carrière qu'il aurait pu avoir. Bon, ça reste un joueur
un grand maître national, il a fait je ne sais combien de podiums. Mais il lui manque un titre, certainement pour faire son bonheur. Ah ouais, moi je serais bien content aussi de l'avoir, de le voir sur la première marche là. Et puis André, tu sais qu'il y a une invitation, hein. Donc j'attends de te voir sur le siège du mag. Écoute Arnaud, moi j'étais évidemment très content de t'accueillir, hein. C'est un honneur de recevoir le joueur de ta trempe. Tu as montré les qualités nécessaires aux joueurs de dames. Tu as montré peut-être un peu le chemin aux jeunes joueurs qui vont te suivre. Et puis, oui, donc à la fin, étudie. Ne te contente pas de jouer, étudie. J'ai regardé le mag. Il faut étudier. Ouais. Et ensuite pratiquer. Et puis, Tanguy Masson et Damien Desmarais de Charbois, faut pas faire des blitz à 1 minute. Ça n'apporte rien. Alors qu'un blitz, 5 minutes plus 3, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et puis, en amical, faut pas hésiter. Si on voit un Gambi, faut l'essayer. Et puis l'analyser après coup. Ok, bon écoute Arnaud, on te voit à coup sûr au prochain championnat de France, je pense. Tu seras là? Oui, je serai à Drancy. Bon écoute Arnaud, encore une fois j'ai été très, très heureux de t'accueillir dans le mag. Et puis écoute, bonne vie de famille. Et puis je pense que tu es quand même encore un peu dans le jeu. Et on se retrouve l'année prochaine au championnat de France. Ciao Arnaud, à bientôt. Ciao Philippe. Donc Arnaud Cordier, grand maître international, champion de France, l'un des plus forts joueurs que la France ait connu, nous a distillé ses commentaires, ses conseils, et je pense qu'il est très important pour les joueurs débutants de les suivre parce qu'ils sont de bon sens pour progresser. Donc on va continuer avec quelques thèmes tactiques. Le débutant qui était Arnaud Cordier a d'abord travaillé tous les thèmes tactiques du jeu de dames, c'est-à-dire les thèmes combinatoires, et je vous invite à en regarder quelques-uns, ceux qui se sont réalisés cet été 2018. Alors pour commencer une petite révision, ici Michael Kreuzbergen avec les Blancs gagne de son compatriote Hauck Schrolma dans le tournoi MTB 2018 de cet été, grâce à une combinaison qui est le coup de talon. Donc les Noirs viennent de jouer 3-9, et les Blancs exécutent leurs compatriotes. Comment? Donc faites pause, cherchez. La solution, il faut mettre un pion qui permette de faire le coup de talon. Donc ici on a le talon qui est prêt. Il ne reste plus qu'à donner ces 3 pions-là. Le talon se dégage, dame et gain de la partie. Alors même tournoi MTB, ici c'est Savané qui gagne de Jonker par une combinaison que tout débutant doit absolument connaître. On l'appelle le coup royal. Les Noirs jouent et gagnent après l'erreur blanche qui est 43-38. La solution, il faut que le pion 28 vienne sur la case 17. Pour cela, il faut que 28 prenne les 3 pions. Et il faut d'abord dégager pour pouvoir ensuite donner ces 3 pions et exécuter le coup royal. Très important à connaître. Alors pour les dernières combinaisons, et parce qu'il faut travailler, je ne vous donnerai pas la solution de quelques combinaisons qui ne sont pas trop difficiles mais qui sont assez jolies. Donc la première, il s'agit d'une combinaison dont a été victime la Française Anaïs Bonneto au championnat du monde des jeunes en 2016. Les Noirs jouent et gagnent sans solution. À l'Open de Thaïlande 2018, un thème très important également dans la partie en particulier classique. Ici les Blancs viennent d'attaquer, mal leur en a pris car les Noirs, Mathura, gagne de Kittiropun, donc au tournoi de Thaïlande. Les Noirs jouent et gagnent. Alors, suivant le conseil d'Arnaud Cordier, il faut pratiquer tous les styles. Ici, on est en pleine partie Rosenborg, et les Blancs vont gagner de Capriata. Donc là, il s'agit de l'Open Flevoland, qui a eu lieu cet été. Donc, après l'erreur 9-14, les Blancs jouent et gagnent. Alors, il y a des trous chez les Noirs, il faut en profiter.
Alors, toujours dans l'Open Flevoland de cet été, ici c'est Nick Oving qui gagne de Jan Snyder. Alors, il faut se créer les trous, du moins il faut faire des trous dans la position noire et ensuite utiliser la flèche 48, 42, 37. Donc les blancs jouent et gagnent. Et alors, pour terminer une combinaison spectaculaire, sans solution, vous allez chercher, elle se produit dès l'ouverture et elle est arrivée cet été lors du championnat africain des juniors en Côte d'Ivoire. Et ici, eh bien, les blancs vont surprendre leur adversaire par un coup très classique. Donc en fait, l'erreur est déjà commise ici. Les blancs jouent et gagnent par un coup que l'on appelle le coup du cheval. L'indice, il faut simplement enlever le pion 19. Et une fois que vous aurez enlevé le pion 19, eh bien vous pourrez réaliser la rafle. Le jeu de dames, le mag, eh bien c'est terminé pour cette fois. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, en particulier celle d'Arnaud Cordier. Et le prochain mag, eh bien nous accueillerons un grand maître international, vice-champion du monde 2013. Il s'agit du Camerounais Jean-Marc Njofang, et ce sera évidemment pour nous l'occasion eh bien, de reparler technique, d'apprendre plein de choses. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de belles parties, de belles combinaisons, travailler tous les styles, tester, pratiquer, travailler. Et les progrès seront rapides. D'ici là, bon vent, à bientôt. Ciao!